Bonjour, bonsoir à tous les catcheux et les catchix et bienvenue dans une nouvelle édition de l'Enigmatic Asylum. Dans ce nouvel épisode, on va revenir sur la carrière d'un catcheur bien précis en particulier. D'ailleurs, ça sera la première fois de l'histoire que le podcast portera sur un catcheur parce que d'habitude c'est des sujets bien plus globaux que ça. Et je serai accompagné du très pédagogue Magnus Moi. Oh, j'aurais pensé que t'aurais pu se dire que c'était 4X, mais oui, il m'arrive d'être pédagogue aussi. Et puis donc du coup on va avoir la chance de parler sur un catcheur en particulier, mais on a peut-être un peu vite fait parler sur une faction à laquelle il a fait partie déjà, qui était chère et qui est chère à la Tissu des Rats. Bien sûr. Et bien évidemment pour ce mois de février, faire le focus sur un catcheur noir en particulier. C'est peut-être même intéressant, surtout quand on connaît la vie de Mark Henry. C'est surtout ça, effectivement. Du coup, comme tu l'as dit, on va parler de celui qui se fait nommer l'homme le plus fort du monde, Mark Henry. Du coup, on va revenir sur sa carrière, avoir des petits débats si besoin, et avoir un peu de valeur ajoutée avec la science de ce cher Magnus sur des petits apartés, des petites anecdotes, voyez-vous, tandis que moi je vais plus parler du concret et ce qu'il a fait dans l'histoire du catch. Voilà. Du coup, pour commencer, le surnom de Mark Henry, l'homme le plus fort du monde, justement, ça vient du fait que sa carrière a été principalement caractérisé par les différentes compétitions d'haltérophilie qu'il a faites et le fait que ça soit un strongman qui a eu une belle carrière justement. Et il a participé aux Jeux Olympiques de 1992 justement en haltérophilie où il obtient malheureusement une 10e place, donc pas de médaille pour lui, mais ce surnom reste ancré en lui car il a fait plusieurs compétitions de force athlétique entre 1990 et 1997 où il a remporté plusieurs médailles d'or, argent, bronze et où il a établi plusieurs records comme dans les derniers sont par exemple en squat et en deadlift. Bon, je ne suis pas un expert en strong du coup donc je donne les noms comme ça. Du coup, il a effectué par exemple 432 versus 5 kilos en flexion de jambes. Il a fait 235 kilos développé couché et enfin soulevé 392,5 kilos au soulevé de terre. Donc, pour un cumulé de 1060 kilos. Donc, en gros, c'est 2 fois le poids de Magnus. Voilà. Oui, voilà, pour faire ça. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'effectivement, on revient souvent vite fait sur sa carrière d'haltérophilie. C'est un peu logique, parce qu'on est très focus sur l'autre aspect de sa carrière, qui est bien évidemment le catch. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que et ça va jouer un gros rôle, la force athlétique, en fait, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs si vous avez le WWE Network, de voir le Broken Skull podcast entre Stone Cold et justement Mark Henry. C'est genre le premier domaine où il s'est senti avoir de la valeur. C'est-à-dire que Mark Henry, comme il ne l'a découvert que bien plus tard, était un dyslexique non diagnostiqué. Donc à l'école, en fait, il prenait à l'époque plein la gueule, et vous pouvez penser, vous pouvez comprendre comment il peut s'en prendre plein la gueule. Il a toujours été un peu plus grand que ses camarades, il a l'air un peu plus fort, donc grand et fort, généralement, ça rime avec idiot dans la plupart des gens, sauf que lui, il a du coup de la dyslexie et de la dyscalculie, donc c'est vraiment pas facile, parce que du coup, il a des mauvaises notes à cause de ça, même son père pense qu'il est fainéant. Et donc, quand il commence à faire de la force, c'est l'une des premières fois que vraiment il se sent bien. Bon, son père, il a perdu son père jeune aussi, puisqu'il a perdu à 12 ans, mais bien, c'est qu'il commence à se sentir bien, il commence à vouloir quelque chose, et comme il le dit lui-même, sa première médaille d'or, alors c'était pas aux Jeux Olympiques, mais sa première fois qu'il gagne une médaille d'or,
dans une compétition, du coup c'est à niveau étatique, c'est à l'âge de 18 ans, quoi. Donc le mec, en fait, il va avoir vraiment une énorme carrière. Effectivement, il va être connu dans les strongman, et c'est pour ça que Vince McMahon va l'appeler. Mais c'est vraiment un domaine où il peut briller, où il peut vraiment être fort. Et petite anecdote, la première fois que Vince McMahon l'appelle, il raccroche immédiatement. Parce qu'il pense que c'est une blague. Ah oui, carrément. Donc du coup, il revient effectivement et il arrive dans ce spot où Vince McMahon était quelqu'un, mais c'était compliqué pour la WWE, puisqu'il me semble qu'il arrive en 96. C'est ça, une période où la WWE était assez bas quand même, et où la WCW commençait à reprendre du terrain aussi. Donc c'est une période un peu transitionnelle, effectivement. Donc effectivement, il va commencer, et alors ce qu'il va expliquer, c'est que quand il arrive, il signe un contrat de 3 ans, et parmi les personnes qui le remerciera toujours, il y a Undertaker et Yokozuna, parce que il a dit clairement que si ces deux-là ne l'avaient pas pris sous son aile, en fait, il aurait eu du mal il aurait peut-être même jamais percé, parce que on lui disait d'aller voir tout le monde, mais il venait d'un univers où il était le numéro 1 et il devait tout réapprendre. Et du coup, c'était pas forcément très facile quand on est le roi, quand on a grimpé toute la colline et qu'on doit recommencer dans un autre domaine, c'est pas tout le temps facile. Et pour vous dire à quel point quand il est rentré dans le business, il n'y connaissait absolument rien. Il y a cette anecdote entre Undertaker et Yokozuna qui sont en train de parler dans backstage, et puis il voit arriver Mark Henry et Yokozuna dit c'est le nouveau babyface, et Mark Henry le prend mal. Et moi, quoi, j'ai une tête de bébé. Après, donc, c'est symptomatique de pas mal d'athlètes qui ont dans le domaine du catch. Après, ils partent pratiquement de zéro. Surtout si ce ne sont pas des fans de catch à la base. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à l'époque, le kayfabe et les termes étaient un peu moins connus aussi. Ouais, aussi, c'est vrai. Voilà, c'est lui justement, il savait qui était Vince McMahon, tu vois. Mais donc du coup, effectivement, il a des débuts un peu difficiles. Ces 3 premières années sont pas forcément méga faciles, et il y a même une session vers la fin de ces 3 années qui dit qu'il l'a vu. Il a été convoqué un moment dans le bureau de Vince McMahon et il y a JR dedans, le fameux JR, Jim Ross. Et en fait, ils voient qu'ils peuvent aller quelque part, mais ils savent pas encore trop où, quoi. Et pour Vince, parce que Vince a détecté un potentiel. Et Jim Ross, vraiment, alors du coup, je peux le dire avec une dead face, mais bon, c'est pas de sa faute. Mais vraiment, il dit à Vince et devant Mark Henry de couper ses pertes, en fait. Il dit qu'il pense pas que Mark Henry sera quelqu'un un jour, dans le catch du moins. Et pour Mark Henry, effectivement, c'est difficile, mais Vince le garde quand même. Il va du coup faire Nation of Domination, et un des gimmicks qu'il va faire et qui est on va le laisser un peu pour plus tard. On va y aller un peu de pas en part. Du coup, une fois la parenthèse fermée sur sa carrière d'haltérophile, merci Broken Skull Station, merci Wikipédia de mon côté. Voilà. Et du coup, on peut passer au début de sa carrière. Du coup, ses débuts, voilà, l'homme le plus fort du monde. Il commence à SummerSlam, ou dans les environs, où il aide justement Jake de The Snake Roberts, qui avait un personnage je ne sais pas si c'est Newborn Christian ou bien un mec converti au christianisme, en tout cas c'est ça, à peu près. Qui correspondait, je crois, à une vraie phase dans sa vie, un peu comme HBK d'ailleurs. C'est ça. Et du coup, il aide Jake Roberts dans une rivalité contre Jerry Lawler. Donc, on imagine déjà la direction que devait prendre sa carrière à la base. Voilà. Comme quoi, Jerry Lawler, il est dans tous les mauvais coups. Donc, il fait ses débuts. Son premier match, c'est contre Jerry Lawler, justement, à un In Your House. Bon, de toute manière, je sais pas si c'est dispo sur YouTube, mais vous ne raterez rien, c'est nul, clairement. Et il devait être au Survivor Series pour
pour participer à un match 4 contre 4 traditionnel, mais lui a plusieurs blessures, il n'y est pas, et justement il est blessé pendant 1 an, et donc 1 an plus tard, il revient et il rejoint la Nation of Domination, donc un petit tournant dans sa carrière. Donc The Rock l'accueille dans la Nation of Domination. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite à voir la vidéo. Mark Henry, c'est un peu, c'est globalement l'élément fort du groupe. Il y a pas grand chose à dire. Donc, il gardait son personnage de World Strongest Man. Là, au tout début, c'était juste l'Amérique, tu comprends. Donc, médaille d'or, tout ça, voilà. Alors, c'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un d'autre. Voilà, juste comme quoi ça ne peut pas marcher avec tout le monde. Après, ça n'a marché qu'avec une seule personne, donc écoute. Oh, voilà. T'es dur quand même. Swagger, ça va trop échouer. Mitigé avec Swagger, mais bon. Oui. Quoique, c'est vrai qu'il a un peu réussi sur ce côté, mais pour revenir à Mark Henry, il était dans un groupe afro-américain, tout ça. Et justement, il a participé à l'une des rivalités les plus importantes de 1998, c'est-à-dire Nation DX, où il y a eu pas mal de matchs, pas mal de confrontations intéressantes. Et du coup, j'imagine que tu as étudié tes leçons, Magnus. La rivalité finit comment ? Il me semble qu'il y a un moment des échanges de titres, notamment pour le... Je dis pas de bêtises. Ou alors il y a Goldust qui se ramène aussi dans le pack. Pas du tout. Non. Je me souviens plus. Oh mon dieu. Mon dieu, tellement longtemps. Il y a bien des échanges de type européen, mais justement, Mark Henry, ça sera l'acteur principal de la fin de la Feud Nation DX, parce qu'elle se termine avec un angle de romance entre lui et Chyna. Voilà. Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Oui, il y a un angle, avec Chyna, et c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui plus tard donnera la fameuse gimmick. La gimmick Sexual Chocolate. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une idée de Mark Henry, Sexual Chocolate. Ah bon? Et oui, c'est son idée. Ah ouais, je pensais que c'était Vince. Je sais plus si c'est Farouk ou si c'est Farouk The Rock ou alors l'autre là, Taker, qui lui dit que jamais de la vie Vince va accepter ce genre de bêtises et que Vince accepte. Et ce que disait Mark Henry, c'est que c'était facile de faire Sexual Chocolate. Wow. Parce que en fait, dès qu'il arrivait à l'arène, quand il voyait Vince commençait à danser en disant ouais, ce soir on fait ça, tu vois. Donc il dit à partir du moment où Vince est emballé, c'est très facile. Mais oui, ça commence avec Chyna, tout ça. Ah ouais. Et oui. Donc, donc ils ont une romance, il y a Mark Henry qui porte plainte contre Chyna, en échange d'un date, voilà, ils ont le date et ça se termine un peu du jour au lendemain, début 99. Donc Sexual Chocolate, c'est un personnage un peu, c'est le Barry White du catch, c'est ça, clairement. Bon, Barry White, j'aime bien ses musiques, mais après dans le catch, bon, j'avoue que c'est un peu compliqué. Après, je pense que c'était le but aussi que ça soit cringe, mais bon. Oui, le but c'était que ce soit comique. Ouais. Et à côté, il continue son équipe avec D'Lo Brown jusqu'à SummerSlam 1999 où il trahit D'Lo parce que D'Lo devait avoir un match pour les titres européens et intercontinental. Donc D'Lo aurait pu conserver, mais c'est Jeff Jarrett qui repart avec les 2 titres. Et à ma déception, Mark Henry gagne son premier titre à la WWE justement, en gagnant le titre européen. Du coup, Magnus, je te laisse deviner comment. Est-ce que c'était pas en faisant un gros tour de force, il me semble? Non. Non, c'est juste Jeff Jarrett, pour le récompenser, il lui donne la ceinture. Voilà. L'homme le plus fort du monde, mesdames et messieurs. Je suis content de pas m'en souvenir, en fait. L'homme le plus fort du monde. Parce que j'ai commencé à revoir ça il y a plus d'un mois de ça. Il y a clairement des matchs, visiblement, que j'ai déjà oubliés. Parce que... oh non, c'est vrai. Ah oui, c'est terrible. Pas non plus très récompensé par la vie de Jeff Jarrett, mais...
Mais oui, non, c'est terrible. Ah, puis surtout, ouais, c'est la manière dont il build. Enfin, il va avoir du mal. Ça va lui prendre longtemps pour devenir le Chosen One, Mark Henry. Ah oui, c'est clair, beaucoup longtemps, surtout que sur le ring. Bon, on va passer sur la partie in-ring, mais Mark Henry, c'était nul, qu'on se le dise. Alors, pour avoir revu des matchs, je suis nuancé. Non. Parce que tu sais que je suis le premier à cracher sur les Big Sweetie Man, d'accord. Mais Mark Henry est devenu un Big Sweetie Man. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, il était big, il était musclé, mais il a tenté des choses. Son premier run, très clairement, on va dire jusqu'à 2002, c'était pas forcément la méga folie. Mais ensuite, il commence à faire des matchs et des soulevés. Il fait notamment des frog splash. Et c'est ce qui lui vaudra plus tard sa première blessure au genou. Il tente des trucs. Et lui, ce qu'il disait, c'est pour ça qu'il en parlait avec Keith Lee, qui est pour lui, était pour lui pendant un temps le futur de ce que devait être le catch. Ouais. C'est que effectivement, ce qui est impressionnant, c'est quand un big man fait des trucs rapides. Et lui, ça l'intéressait. Et donc du coup, il a augmenté. Donc effectivement, en début de carrière, moi j'aurais tendance à dire, et c'est comme ça que nous on l'a vu quand on a écouté R4 sur NT1, c'est vraiment comme musique là, il marche. Il marche comme un Playmobil parce qu'il a trop de muscles de partout. Et puis, oui, c'est pas, cette partie-là est pas forcément terrible. Oui, c'est surtout son début de carrière, c'est ça. En fait, je suis le premier à dire que sur le ring, l'essentiel c'est la manière dont tu racontes l'histoire et le truc, c'est pas de se soucier de la réalisation, on va dire. C'est-à-dire, si tu as une panoplie de prises limitées, ben ça c'est pas grave tant que tu fais bien, voilà quoi. Sauf que Mark Henry, il y avait beaucoup trop de trucs approximatifs dans ces trucs. Surtout quand c'est pour faire des trucs de force, il les faisait mal. Et ce qui me posait le plus problème par rapport à ses capacités sur le ring, c'est que le mec, il ne savait pas vendre. Genre, le selling, c'était vraiment compliqué. Oui, ça c'est un truc qui lui a pris aussi pas mal. Pour moi, c'est vraiment un gars, il a fallu énormément de temps. Et pourtant, il reste grâce à son physique extraordinaire et grâce aussi au fait que, on va pas se mentir, il a servi à Cena et à Orton et à Edge pour montrer leur force. Ouais, beaucoup. Très clairement. Beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a su rester. Ce qui l'a rendu tout de suite sympathique, il a dit que ça lui a mis du temps pour comprendre ça, mais je pense que ça a aussi joué pas mal dans sa carrière, c'est que même si le mec, il a l'air monstrueux, il a l'air méchant, en fait, quand tu le vois, tu vois un gros nounours. C'est vrai. Et en fait, il est nécessairement sympathique. Et justement, un peu avant 2002, là, quand il commence sa romance avec Mae Young, effectivement, ça aussi, ça la rend sympathique. Et il le dit lui-même, c'est le truc le plus rigolo qu'il a jamais fait et qui fait rire. Dans toute la séquence, et vous invite à re-regarder la séquence où elle donne naissance à une main, là. En fait, il y en a un qui vomit et tout, mais Mark Henry, dans cette séquence-là, on voit qu'il casse le personnage en permanence. Il a du mal. C'est tellement fucked up. Donc, je pense que ce qui l'a pas mal aidé, c'est que il a eu une carrure et il a eu un certain charisme et une certaine utilité, même si c'était pas celle qu'il voulait de base, qui ont permis de rester suffisamment dans le business pour devenir bon. Ce qui prouve également que, avec du temps, vous vous améliorez. Oui, et de ce côté-là, par rapport au catch, moi je comparais par exemple à Schwarzenegger par rapport au acting. Tu vois, les deux ont fait de la force et les deux, quand ils ont voulu faire leur carrière de conversion, l'acting pour Schwarzenegger, le catch pour Mark Henry, ils étaient nuls au départ. Enfin, je vous invite à revoir Hercule à New York. Schwarzenegger, il est doublé dans Hercule à New York. Mais il est doublé en anglais, en allemand. Alors, en allemand, il est toujours doublé parce qu'il a un accent autrichien qui fait paysan. En Allemagne. En Autriche aussi, il est doublé, tu vois. Enfin, je veux dire, le truc est vraiment, vraiment nul. Mais les deux ont trouvé des gens qui leur ont laissé la chance. Et surtout, de par leur physique, et le fait qu'ils étaient quand même sympathiques, ils ont réussi à surprendre. Mark Henry, comme je t'ai dit, quand il a commencé à faire des frog splash, quand il a fait certains soulevés de Big Show, enfin, t'es là, t'es en mode, c'est inhumain. Wow. Non, mais c'est ça, c'est que vraiment, t'es en mode, non, mais le mec est vraiment le plus fort. Et en fait, ou alors la séquence sur le parking, là, où il tient avec ses pieds, il retient une limousine. Et je sais plus c'est qui. Ou bien encore lorsqu'il tire, je ne sais pas, un camion, un tracteur. Oui, c'est ça. D'un point A à un point B, c'était assez loin en plus de souvenirs.
c'est assez loin. Et en fait, la blague, c'est ça, c'est que comme depuis le début de son enfance, on le juge sur le fait que c'est un gros musculeux et que du coup il a pas de cerveau, dès qu'il fait quelque chose de même à peu près potable, c'est extraordinaire. C'est expliqué Schwarzenegger. Il dit au début, les podcasts, les gars me voulaient parce que j'avais l'air extraordinaire, parce que personne s'attendait à ce que je puisse dire deux mots, tu vois. Donc, et les deux ont beaucoup travaillé, et les deux sont arrivés à chacun a eu sa forme de succès, on va dire. Peut-être Schwarzenegger plus rapidement dans l'acting que Mark Henry dans le catch, mais ils ont eu leur truc. Je pense que ce qui a vraiment fait un gros tournant, et je pense qu'on va en arriver, parce que c'est au moment où il va retourner à l'Ohio Valley Wrestling. Justement, je vais te laisser couvrir cette partie du début des années 2000 pour Mark Henry, parce que c'est vrai que j'ai pas grand chose de notable à dire, donc tu auras plus de choses à dire que moi. Voilà. Et ben, je pense que c'est là où va y avoir un commencement en fait de début, début de commencement, c'est-à-dire que il va fermer un chapitre et puis il va en ouvrir un autre et il va commencer à entre guillemets avoir de la validation. Donc c'est tout simplement il est renvoyé à l'Ohio parce que il est genre trop gros. Il continue de manger en fait comme un powerlifter, mais il ne fait plus tout à fait la même activité. Et pendant ce même temps-là, il y a, si je ne m'abuse, je sais plus si c'est sa mère ou son père qui ont un... Non, son père est déjà mort, donc c'est sa mère qui a un... C'est 12 ans. C'est sa mère qui a en fait atteint d'un cancer. C'est l'une des rares maladies où Vince McMahon a de la compassion, bizarrement. Parce que si vous appelez Vince Russo, vous dites j'ai besoin d'un jour en plus pour aller voir ma famille, tu vois suffisamment ta famille. mais par contre effectivement Vince parce qu'il a eu des gens qui ont atteint de cancer, vraiment de ce côté-là c'est vraiment l'un des rares trucs où le gars va jamais vous défoncer pour ça quoi. Et vraiment, et c'est ce que disait aussi Maven parce que ça arrivait également à Maven, Vince va vraiment demander des nouvelles, vraiment. Donc c'est bizarre. On pourra pas faire un podcast un jour sur Vince McMahon parce que ce serait une série de podcasts. Tellement que le gars est compliqué. Bon, il y a déjà ces CLC qui l'ont fait, donc si vous êtes pressé, vous pouvez voir leur podcast aussi, voilà. Voilà, mais du coup la blague c'est que pendant qu'il est dans cette phase de reconstruction, parce que voilà, il est trop, et ben en fait, ce qui se passe c'est que pendant ce temps-là, il y a des gars du powerlifting qui commencent à vendre leurs droits à la télé, tu vois, pour faire les compétitions à la télé. Et notamment avec la finale qui se passe aux Arnold Classic. Et en fait, à ce moment-là, ils disent, nous, on est des vrais strongman, pas comme Mark Henry. Oh là là. Et Mark Henry, il va le prendre personnellement, à un moment où il fallait pas vraiment qu'il le prenne personnellement. Et donc, en fait, avant de revenir de l'Ohio, il appelle Vince et dit, je peux pas revenir, parce qu'il y a les gars du World Strongman là, qui viennent de dire que, en fait, j'étais une blague. Aïe. Et Vince il dit on est de sport entertainment, t'as déjà prouvé dans le passé, on peut continuer à t'appeler comme ça, tu vois. Y a pas besoin. Et il dit et là t'as Mark Henry qui dit moi j'ai besoin de leur prouver, ils ont tort. Et donc Vince lui dit tu peux leur prouver, je te laisse le temps. Donc il a eu je crois 3 mois ou 6 mois pour se préparer. Il dit par contre sache que j'embauche pas le second. Aïe. Le coup de pression pour dire que tu gagnes ou tu gagnes. Voilà. Tu gagnes ou tu gagnes. Et en fait, il a gagné. Et tu revois les vidéos, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'ils ont voulu le mettre à la fin sur une espèce c'était d'alter, mais c'est même plus une alter à ce moment-là, c'est carrément un essieu de train, tu vois. Ça ressemble beaucoup. Et en fait, les 10 finalistes, ils doivent soulever ça. Waouh. Ils sont 10. Lui, en plus, passe en dernier. Sur les 10, t'en as 7 qui peuvent pas le soulever. T'en as 2 qui tremblent et qui le soulèvent pas en hauteur. Tu vois. Donc ils le soulèvent un peu, mais ils arrivent pas à le soulever en hauteur. Mark Henry, il prend ça, il le soulève 2 fois. Wow. Et puis juste après, il danse, tu vois. Et t'es là, t'es en mode, ok. Et donc là, effectivement, il est bien redevenu l'homme le plus fort du monde, tu vois. Donc quand il revient, Vince lui dit, écoute, tu peux pas être sexy de chocolate, tu vois. Tu es l'homme le plus fort fini, là. Et c'est fini. Et c'est pour ça que du coup, quand il revient de Ohio et après ça, il n'est plus sexy de chocolate. Allez, tu récupères ta gimmick d'avant, voilà. Oui. Ouais, c'est logique, hein. Mais donc voilà, ça à mon avis ça comme le dit lui-même, ça
ça l'a vraiment relancé parce que du coup il a rechopé de la confiance, il a pu terminer ce chapitre-là aussi. Et voilà, une dernière fois, j'ai prouvé que foutez-moi la paix maintenant. Et puis ça lui redonne aussi de la confiance pour son job et puis ça lui permet de refaire ce qu'il faut. Ah oui, tu m'as donné envie de revoir ses exploits en Strongman, là, Magnus. Ah non, mais en Strongman, mais... là, je vais voir ça après notre podcast, là. Ah oui, non, mais vraiment, il est pas une blague, hein. Et vraiment, il a fait des trucs. Il y a ses anciens coachs qui l'ont appelé des fois en disant ce que tu as fait stupide là. Dans les trucs stupides qu'il a fait aussi en force, c'est pendant un tour en Angleterre. Ils doivent rentrer à l'hôtel, il est 2h du matin. Et dans une petite rue, je sais plus c'est à Blackpool ou à Newcastle, je crois que c'est à Blackpool. Ils peuvent pas continuer à avancer parce qu'en fait il y a une voiture qui bloque le chemin avec le bus. Et c'est revenir genre 1 kilomètre en marche arrière ou 1 mile en marche arrière, je sais plus. Et il est énervé, il sort du il va faire des répétitions avec l'avant de la voiture pour la soulever, pour la déplacer et la voiture glisse toute seule. Et ça laisse la place pour le bus, il re-rentre dans le bus, t'as tout le monde qui est choqué. Et le mec il va dormir comme si de rien n'était dans le bus. Bon on lui file le costume de Superman là, c'est bon. Ah non mais c'est non mais du coup c'est voilà, il a les années 2000 sont les années où il prend confiance, il continue à s'améliorer. C'est pas encore pour moi la meilleure période. Mais oui, c'est une période où il s'améliore pas mal. D'accord, du coup, même en termes de de storyline, avant 2006, est-ce qu'il y avait un truc particulier à dire? Parce que de ce que j'ai vu, il était managé par Teddy Long et il se faisait masser un peu par tous les mecs un peu forts, quoi. Oui, c'était vraiment ça. Hein. Enfin, je veux pas être méchant. Ce qui l'a peut-être aidé, c'est peut-être la ECW. Quand on a voulu redonner une chance en fait à une partie du roster, tu vois. Mais c'est vrai que oui, en fait, il est le World's Strongest Man. Mais c'est un jobber. Mais en fait, il a peut-être un truc qu'il aurait dû travailler. Et c'est là où je pense ça explique aussi pourquoi il est fan de Keith Lee, c'est le mic. Parce que soyons forts, il n'est pas non plus un duo mic, quoi. Donc ça être un bon catcheur, c'est un package. Le plus gros atout, c'est ta capacité à vendre une histoire ou vendre un match. Ouais, donc oui, ça. quand tu te fais soulever par Cena ou quand tu es capable de faire un frog splash avec sa masse, tu vois, tu peux vendre des choses dans un match, mais il faut aussi être capable de vendre à côté, quoi. C'est ça. Et là, pour lui, ça a pas été. Je pense que c'était l'un des plus gros problèmes pendant longtemps. C'est que voilà, il avait du mal à vendre. Après, oui, il a eu deux trois moments de brillance avec des gens notamment qui ont été effacés de l'histoire. Donc bon, est-ce que ça existe encore? Mais c'est vrai que pour moi, oui, avant ECW, c'est un rompiche. Malheureusement. Il a eu une petite rivalité contre l'Undertaker pour WrestleMania dans un casquette match, mais sinon à part ça, il y a pas grand chose. Hein. Ouais. Ou participer à des batailles royales. Ou bien lui participer à des batailles royales pour être champion du monde poids lourd, bof quoi. Bon, c'est le grade, surtout c'est le grade Kali qui gagne à la fin, donc bon. C'est vraiment c'est le top mid-carder que tu ramènes tout le temps, quoi. Ouais. Tu sais, contre n'importe quel autre mid-carder, il va défoncer le gars. Si le gars gagne contre lui, il commence à être spécial, quoi. Il est, voilà, un rôle que reprendra plus tard, Nemik, là, qui est parti, là. Mais oui, voilà, c'est qu'à reprendre d'autres, mais aujourd'hui, c'est repris par une certaine personne que je vais pas citer, sinon, ça va me vanner. Ça arrive, bon. Allez-y, de toute façon... Ça commence par un O et ça finit par un mousse, voilà. C'est pas faux. Voilà. Mais c'est pareil, enfin, tu vois, je pense que Homos aurait peut-être 2-3 trucs vraiment à apprendre. Pour moi, Homos a été lancé trop tôt, tu vois. Ouais. Mais je pense vraiment qu'il a un truc à faire, tu vois. Non, je suis d'accord, oui. Je pense.
Mais c'est le problème, voilà, c'est qu'il était un peu lancé trop tôt. Mais après, tu vois, j'ai dit la même chose avec Dominique, en pensant que pour moi, Dominique, il devait faire NXT. Alors certains me diront, ah mais il a fait Lucha Underground et Lucha AAA avant, don't care. Je vais être très franc avec toi, don't care. Son début de son run avec son père, c'était cringe. Bon, surtout que Omos, le peu qu'il fait actuellement, c'est bien, quoi. Il met, bon, c'est un géant de mid-card, mais il crédibilise les main eventers, c'est ça. C'est ça. C'est comme je dis, c'est le top, c'est le genre de gars, tu vois, que je devrais mettre plus régulièrement avec un titre, du genre, même, je vais me fâcher avec certains, mais intercontinental ou américain, tu vois. C'est vraiment, qu'est-ce que je paierais pour voir Logan contre Omos. Ah oui, j'y pensais pas, ça serait intéressant, effectivement. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, donc, et c'était ça, Mark Henry, c'était ça dans les années 2000. Et le truc, c'est que dans les années 2000, il lui manquait pas encore un petit truc qu'il aura dans les années 2010, mais qu'on parlera à ce moment-là, quoi. Il a un tout petit truc qu'il doit grâce à une manipulation de Vince McMahon, bien sûr. Voilà. Ce gars-là, on y arrive. Sinon, en attendant, il arrive à la ECW, comme tu dis, voilà, il a un petit run tranquille. Il fait des batailles royales de gros, littéralement, voilà, avec Kane, Great Khali et je crois Big Daddy V, je sais plus. Il me semble Big Daddy V. Avant, il en avait fait aussi avec Vador, plus tôt dans les années 90. Enfin voilà, tu vois qu'il est abonné à ça, quoi. Et où il remporte également le titre CW dans un autre combat de gros, justement. Il bat Big Show et Kane, et justement avec le Frog Splash dont tu as parlé tout à l'heure, donc pour devenir champion. Ouais, et c'est du coup c'est dans les années 2000 où sur un Frog Splash il va s'exploser le genou. Et il pensait que c'était terminé. Ouais. Fin 2000. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait d'autre à la ECW? Il fait pas grand-chose, hein. Il est bien positionné dans la carte, il est dans des petites rivalités sans grande importance. Moi, j'ai souvenir, parce que j'ai commencé dans ces eaux-là, j'ai souvenir de sa rivalité contre Evan Bourne, son association avec Tony Atlas. Voilà. Ouais. Ça existait. Voilà. Avant de revenir à Raw, un truc qui m'a marqué, bon, pour aucune raison particulière, hein, mais juste lorsqu'il revient à Raw et qu'il fait partie des mecs Orton doit se taper quand Batista était GM. Genre Randy Orton faisait un gauntlet match, Orton était complètement rincé et il y a Mark Henry qui arrive en dernier. Il se met aux abords du ring pour se faire décompter. Et au moment de compter 9, on n'a même pas attendu que le mec compte 9, hein, l'arbitre était à 8. Mark Henry prend sa main, il dit que non, il remonte sur le ring, il massacre Orton. Là, j'étais comme un fou, j'étais en mode que waouh, projet Mark Henry, futur main eventer. J'étais naïf en 2009, mine de rien, quand même. Sur beaucoup de choses. Vous étiez naïf, mais vous aviez pas des takes aussi pétés qu'Alberic à l'époque. Mais, c'est vrai. Non, après, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que naïf, finalement, ça va se produire, hein, bien plus tard, hein, ce match contre Orton. Et cette victoire. Donc, non, c'est qu'il avait quelque chose, mais en fait, il lui manquait, on l'a dit, peut-être un peu plus de présence au mic, peut-être une présence plus babyface. Enfin, il lui manquait quelque chose pour vraiment exploser. Tu commençais à sentir que maintenant, il commençait à avoir quelque chose, mais il fallait effectivement quelque chose pour exploser. Et c'est un petit retour de blessure en 2011, il me semble, qui va commencer à tout lancer. Oh ouais, parce que sinon avant il était dans des trucs par équipe avec MVP, avec Evan Bourne, il ne faisait rien d'intéressant. En 2011 il revient, il est à SmackDown et tourne heel parce que à un moment on sait pas quoi foutre de toi, Coco. Et il y a eu un événement. Oui, vas-y termine. Il y a une raison pour laquelle il turn heel en fait. C'est pas juste le machin. C'est en fait et c'est lié à son retour de blessure. D'accord. Belle anecdote, je remercie une nouvelle fois le Skull Podcast. En fait,
il revient de blessure, c'est une blessure à l'épaule. Et en fait, il est vraiment en mode, il appelle Vince, il est en mode, mec, c'est pour moi, c'est fini pour moi, tu vois. Il est vraiment persuadé que c'est fini. Et en mode, j'ai vu ça. Et Vince lui dit, non, je suis vraiment persuadé que t'as encore des choses, tu sais quoi, on va te faire un dark match à SmackDown. Et ça va être là où tout a commencé. Non, mais pour revenir, tu vois, pour te faire plaisir et tout, et ça va être contre Sin Cara. Ouais. Mais, en fait, Sin Cara se pointe jamais au match. En gros, on s'est foutu de sa gueule. Voilà, donc il est là, il est en mode what the fuck, et puis il commence à détruire, et puis vraiment, le gars se pointe pas, l'annonceur commence à calmer la foule, lui il se barre, il commence à casser des trucs backstage, et en fait ça a été quand même filmé, parce que malgré tout, même quand c'est en dark match, les gars continuent de filmer, parce que ça peut être pratique pour des vignettes, ça peut être pratique pour ça. Ouais. Et il va voir le bureau de Vince n'est pas là, il va voir les writers, tous les writers sont partis sauf un, la plupart des grosses superstars sont partis, et le mec il est en mode mais vous me respectez pas, vous me prenez pour un con, vous machin et tout. Et donc il appelle Vince ne répond pas, donc il laisse sur le message, moi je me barre, c'est fini, tu me respectes pas, machin truc. Il rentre chez lui, là il raconte que sa femme lui dit mais en fait tu vas appeler le téléphone et tu vas retourner travailler parce que on n'a pas d'argent. Il dit non, moi je trouve autre chose. C'est un manque de respect et tout. Et donc là, Vince l'appelle et dit non, je suis vraiment désolé, mec. Je crois vraiment en toi. Et l'autre, tu dis non, mais tu t'es foutu de ma gueule et tout, machin. Il dit tu me fais ça en fait, c'est un no-no quoi. C'est terminé. Et il dit c'est pas voilà. Il dit ok d'accord, excuse-moi, plus jamais, machin. Mais est-ce que je pourrais te montrer quelque chose? Et là, effectivement, il lui montre les vidéos tournées pendant le dark, tu vois. Et à un moment, il freeze et tu vois un technicien dans le background qui a vraiment peur, tu vois. Et tu vois la face de Mark Henry. Et le truc, c'est que Mark Henry dit, j'avais jamais vu moi-même cette face-là, tu vois. C'est en mode, putain, mais le mec, il est sur le point de tuer quelqu'un. Et t'as Vince McMahon qui dit, tu vois là, cette tête-là, ça c'est une tête de tueur. Ça c'est une tête qui vend. Ça, j'ai jamais vu quelqu'un aussi terrifié dans les techniciens et quelqu'un qui fait aussi peur. Et Mark Henry dit non mais je maîtrise pas ça et tout. T'as vu si tu vas maîtriser, tu vas voir. Le hit factor. Et en fait, ce dark là match t'explique pourquoi est-ce qu'ils le font turn heel. Parce que justement, ils veulent qu'il soit bien méchant. Après, quand on y arrivera, je t'expliquerai pourquoi est-ce qu'il retourne face. Le hit factor permettant de lancer le prime de Mark Henry. Enfin, après plus de 15 ans de carrière. Donc là, on entre officiellement dans le Hall of Pain. La première victime fut le Big Show. Ouais, et c'est sur ce match-là où effectivement il était censé faire le World Strongest Slam là, il fait juste un porté, il se laisse tomber. Ouais. Et en fait, si tu regardes la vidéo, il fait pas juste le porté, je le porte là, son corps arrive au niveau de mes épaules, tu vois, en le tenant, et puis je le tombe. Non, il décide de le soulever au-dessus de sa tête pour le faire tomber. Et c'est Kane en backstage qui est en mode wow, c'est impressionnant. Ah ouais. Donc. Ah oui, non, et il l'expliquait lui-même. Ça, comme tu as dit, son prime, pour lui aussi c'est son prime. C'est le moment où il vend le mieux les coups, c'est le moment où il donne le mieux les coups, où il est le plus rapide. Alors que, genre, le mec, il a 3 ou 4 blessures, tu vois. Son personnage est là où il est le meilleur. Alors, parce que justement, le gars, il a l'air crédible quand il a une tête à vouloir tuer des gens. Et en fait, c'est là où tout va s'aligner jusqu'à Night of Champions. Vraiment, c'est vraiment là où il avait vraiment le hit factor, le package, mais vraiment tout quoi. Là, je me rappelle quand je jouais à c'était quel jeu? Sur un jeu WWE 2K, je ne sais plus si c'est le 14 ou si c'est le 13. À cette époque-là, c'était encore SmackDown vs Raw. Le premier 2K, c'est le 13, je crois. Je ne sais plus si c'est le 14 ou le 13, mais je me saignais le 2K choqué sur le Hall of Pain. C'était un truc géant, Mark Henry. J'avais arrêté de regarder le catch à cette époque, mais je redécouvrais à partir du jeu vidéo ce que Mark Henry a fait. C'était un truc de dingue, quoi. C'est vraiment, le mec était vraiment en mode monster, quoi. Et là, tu avais vraiment le gros heel de SmackDown, quoi.
C'est ça, et la blague, c'est que, comme il l'expliquait lui-même, c'est au moment où il chope le titre en plus. Enfin, il est vraiment au prime, au point où il dit c'est le moment de ma carrière où genre je récupérais le plus vite aussi. J'avais quasiment plus mal, j'avais quasiment machin. Donc c'est vraiment le prime du prime. C'est terrible qu'il ait fallu quand même à ce stade-là presque 15-20 ans pour qu'il soit à ce niveau-là. Ouais. Mais il est enfin bon Mike, il est enfin bon sur le ring, sur la manière dont il vend l'histoire, sur le machin. Non, c'est vraiment le Mark Henry que je pense on attendait depuis des années. Ah oui, c'est clair. Tu vois, j'ai eu des propos durs sur pas mal de gens, tu vois. C'est qu'on a tendance à détester la street, mais effectivement, tu vois, quand la période où t'avais MVP, Crime Time et Mark Henry, chacun était plutôt bien, même si Mark Henry était plus faible. Mais en fait, ça faisait vraiment la street, et de toute la street, Mark Henry c'était celui qui avait genre aucune personnalité. C'est même pas comment il s'appelle, Big dans GTA San Andreas, il s'appelle comment le gars, c'est Big ton cousin là qui te trahit en fait. C'est lequel des GTA? J'ai peut-être. San Andreas. Sweet. Sweet. Oui, Big Sweet, ouais, qui t'attend avec la balle de baseball, tu vois. Ouais. C'est même pas lui. C'est genre vraiment le gars, tu sais, t'es vraiment en mode je suis fort, j'arrive, wesh, et puis la musique fait un peu wesh, tu vois. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage, alors que quand tu le vois, ce prime-là, comment est-ce qu'après il parle de tout ça, tu vois. Comment est-ce que tu vois qu'il a grandi en tant que personne après. Ouais. Ah oui, vraiment, je pense que c'est en instructeur et en maître de catch, il peut te pondre des génies, Mark Henry. Ah, mais on en reparlera un peu plus tard, hein, déjà en tant que recruteur / conseiller, ben lui aussi il fait le taf, hein. Mais sinon, pour revenir au Hall of Pain, donc Night of Champion, la consécration et le règne en soi, bon, dans le jeu vidéo, je trouvais que c'était géant. Maintenant, je sais pas ce que tu penses toi pour l'avoir vécu. Moi, je retiens principalement le moment où lui et le Big Show ils cassent le ring en mode waouh quoi. Bah, et ça c'était avant que je découvre que Lesnar et Big Show l'ont fait avant, mais sur le coup j'étais estomaqué, hein. Ouais, mais c'était quand même une très très bonne période, hein. Mine de rien. C'est encore impressionnant parce qu'il faut quand même se dire que c'est aussi quasiment le commencement du 50-50, hein. Il a un beau règne quasiment au début du 50-50, tu vois. De la 50-50 era. Mais ouais, à ce moment-là, il a son prime, et je pense aussi, comme je montrais avec la manip de Vince et autres, je pense aussi qu'il est l'un des derniers, on va dire, à cette époque-là, ou même à accepter le genre de conneries que peut poser Vince ou le management, il fait partie de ces derniers gars vraiment vraiment forts qui genre doivent limite mourir pour prouver au chef qu'ils valent quelque chose et qu'ils aient un spot aussi, tu vois. Il incarne un peu ça, hein. Parce que vraiment, quoi, toutes les dingues qu'il a fait dans sa carrière, je veux dire, et du coup c'est une consécration, mais c'est vrai que c'est aussi une mentalité, parce que c'est quelques années plus tard, hein, que Vince sortira des trucs du genre les catcheurs modernes ils sont fainéants, peut-être que parce qu'ils ont envie de faire d'autres choses que de finir très très tôt. mais c'est vrai que oui, non, il est au top de sa forme, il est vraiment vraiment tout en haut, et puis voilà quoi. Le problème c'est qu'effectivement ce règne se termine, il me semble, sur une blessure là. Ça se termine à TLC dans un match de chasse contre le Big Show. Après, c'est vrai qu'à un moment il y avait un angle où il semblait être blessé, un truc comme ça. Oui, ça c'était un angle. Mais il me semble qu'après ça se termine justement. Je sais plus. Il me semble que ça, mais c'est pas Punk qui lui prend. Non, il perd contre le Big Show à TLC, et le Big attaque le Big Show, qui se fait cash in après par Daniel Bryan. C'est ça. Et ensuite au Rumble, il y a la revanche, triple menace, Daniel Bryan contre les deux géants, Bryan conserve. Et après,
on n'entend plus trop parler de Mark Henry, hein, je sais plus. C'était quand le Hall of Fame, en tout cas pour moi, c'est entre 2011 et 2013. Après, en 2012, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il fait plus grand chose parce que justement il a cette blessure et puis ensuite quand il revient en 2013, bah là il commence à refaire son retour en face. Et alors là pour le coup c'est passé comme il expliquait, il a dit si lui c'est à cette époque-là, comme je dis qu'il a découvert que les gamins l'aimaient, et il était en mode j'ai peut-être pas envie que les gamins genre et pour exemple un type qui soit en grosse colère quoi, qui continue à l'aimer en dehors. Et puis j'ai peut-être pas forcément envie de continuer le stéréotype de l'homme noir grand, fort et en colère. Surtout que sa dernière victime du Hall of Fame, c'était Ryback. À WrestleMania 29, je crois. Voilà. J'espère qu'il a mangé Ryback. Il peut toujours manger. Surtout avec une fin assez originale. Voilà. Je pose ça là. Maintenant, sinon, pour revenir au faiseur de Mark Henry, je te laisse compter tout ça. Bah voilà, c'est ça, c'est que vraiment face turn, c'est ça, c'est que il revient de blessure une nouvelle fois et puis bah là, il se rend compte que effectivement sa carrière pas en sursis, mais ses deux premières blessures, ses deux premières grosses blessures avant, c'était déjà les médecins étaient déjà en mode c'est pas possible. Genre le genou, c'était en mode c'est finito. Pour t'expliquer à quel point pour remettre la rotule en place. Parce que du coup, avant qu'il se fasse opérer, la rotule se barrait tout le temps, tu vois. Et pour remettre la rotule en place, quelqu'un devait sauter sur son genou. Là, le mec est vraiment fort et vraiment grand, tu vois. Ah oui, à ce point-là, quoi. Donc vraiment, t'es là, en mode, voilà, ça te pose le niveau. Donc ça, c'était la première. La seconde, c'est son épaule qui est vraiment une grosse. Et puis bah du coup quand il revient, voilà, il a plus de championnat, il a déjà fait ce qu'il voulait accomplir en fait. Il a maintenant son héritage et puis bah il sait qu'entre guillemets ses jours sont comptés. Alors ils étaient moins comptés que ce qu'il pensait. C'est quand même il doit finir un truc du genre en 2017 ou 2018. Mais avant cela, il faut quand même qu'on revienne à sa fameuse promo quand même à Raw. Où il annonce sa retraite avec le costume rose bonbon là. Parce qu'elle est teasée celle-ci, parce que justement en fait tout le monde sait qu'il a pas mal été blessé et il l'utilise notamment après une défaite contre Sheamus où là il commence à utiliser les réseaux sociaux et cette promo, bon Dieu, mais c'est du cinéma. Ah oui, clairement. Oh cinéma. Comme voici qui m'a eu. Tu peux la raconter parce que franchement. Qui se ramène effectivement. Enfin là j'ai plus ce qu'il dit exactement en promo malheureusement. Mais en plus il chiale, c'est ça que je trouve drôle. Mais en tout cas le truc il fait une promo vraiment touchante en fait, où il pleure, où il revient sur sa carrière, il remercie à peu près tout le monde et vraiment je pense qu'il y avait une partie du roster qui était autour du ring bien pas très loin pour voir la promo de souvenirs. Ah, s'il savait pas parce que tout le monde ne connaît pas les plans de tout le monde hein. Vraiment, tu peux vraiment y croire. Hein. Et vraiment, même quand j'étais éloigné du catch, quand j'ai vu la photo de Mark Henry en pleurs, en costume, et j'étais là en mode que il prend déjà sa retraite, c'est dommage, hein. Mais merci, ça fait quand même longtemps. Et là, c'est ce que j'ai appris plus tard, c'est que quand Cena arrive vraiment réconforter Mark Henry, gros câlin, World Strongest Slam, on enlève le costume. On enlève la veste, on soulève la ceinture WWE, vraiment, ça avait de la gueule, quoi. Ouais, ça avait tellement de la gueule. Ah non, vraiment, c'est l'un des derniers gros points de brillance, quoi. Mais c'était joué sur quelque chose qui est vrai, hein, que de toute façon, malgré tout, pour ça que, comme tu me dis, hein, la moitié de la promo, pour moi, plus de la moitié est vraie. Il sait, voilà, il a eu pas mal de blessures, il est pas mal machin. Maintenant, il a eu cette opportunité de faire cette dernière grosse blague à Cena et puis ensuite de faire une fin de carrière où il continue. Il vivote. Voilà. Il vivote quoi. Mais il a déjà montré tout ce qu'il avait à faire et. Ouais, c'est clair, c'était plus pour mettre en avant la future génération. Il a rejoint l'autorité vite fait, mais vraiment vite off, quoi. Il est rentré, il est sorti. Alors on va peut-être pas parler d'autorité. Voilà. Non, c'est juste pour... Parce que je suppose que t'avais aussi WWE 2K16. Ouais. Ouais, parce que en fait, si tu regardes après... Parce que quand j'ai joué à l'autorité dans WWE16, en mécanisme, et en carrière solo, j'étais en mode, mais c'est tout pété. Et en fait, quand tu revois
à l'époque l'autorité, mais c'est tout pété aussi. Je veux dire, les développeurs du jeu, ils ont essayé de comprendre ce qui se passe. Mais c'était exactement ça en fait. Là, une énième autorité déjà s'était rincée. Après, il y avait que le Survivor Series de 2014, c'est ça qui était bien, c'est tout. Voilà. Bah, comme je l'ai déjà dit, hein, parce qu'on a déjà pas mal discuté de booking et tout, pour moi, une autorité, c'est intéressant. Et c'est même primordial, tu vois. Parce que ça évite d'avoir des choses comme Roman Reigns pendant 2 ans qui a le droit de faire rien du tout, mais que d'autres, d'un seul coup, plus bas dans l'échelle, quand ils font un tout petit truc de travers, ils ont la figure d'autorité qui se ramène alors qu'elle n'existait pas pour l'autre, tu vois. Pour moi, la constance est importante. Et le problème dans cette The Authority, c'est que et pourtant, ils avaient un Triple H qui était pas mal. En interview avec Michael Cole, ou quand il faisait le salaud, il était pas mal, hein, Triple H. Et ça puait la chiasse, voilà. Mais vraiment, tout le reste était pas à la hauteur, quoi. Ça pue la chiasse. Voilà, faut dire les termes. Non, mais voilà, c'est ça. Tout le reste était vraiment pas à la hauteur. Alors que Triple H, tu revois les segments de Triple H de cette époque-là, juste eux, t'es en mode ouais, c'est bien. Moi, je suis toujours son interview effectivement avec Michael Cole où Michael Cole dit mais John Cena n'aura jamais l'autorité. Et puis t'as Triple H qui dit de toute façon toi tu connais rien au catch. Moi je sais ce que c'est que d'être champion, mais d'avoir toujours plus mal, de pas pouvoir se donner à 100%. Donc oui, on aime bien être protégé, avoir d'autres personnes pour dire. Enfin, t'as tout l'aspect psychologique, vraiment je suis un patron connard, je connais ce que je connais de patois. Enfin, si tu regardes tous ces segments et toutes ces promos, elles sont genre géniales, et même éventuellement certains c'était en segment, tu vois, parce qu'il me semble c'est cette époque-là aussi, Cena avec Daniel Bryan qui dit comment est-ce que tu t'appelles? C'est ça. Champion. Ah, Daniel Bryan, combien de gens tu as dans ta famille qui ont fait du cash, Daniel? Enfin, t'as 2-3 moments de brilliance, mais sinon c'est nul, c'est aléatoire comme dans le jeu. Il y a des moves qui font pas sens. C'est là où le Big Show a terminé sa réputation de girouette. Ah oui, oh non, je dois être méchant, je me mets à pleurer. Mais mec, t'as déjà fait 3 turnings ce mois-ci. Et face, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est dommage. Hein. Il y avait, je pense que si tu suis le catch à l'époque et qu'on te vend l'idée, avant de l'exécuter, t'es en mode ça peut être pas mal. Ouais. Mais non, ça a été raté. Il y a tas de trucs qui sont ratés parce que, et ça c'est un problème que la WWE a toujours eu et y aura visiblement toujours. On ne peut pas s'imposer des règles que l'on respecte. Voilà. C'est ça. Donc, bon, Mark Henry. Pour revenir à lui. Après l'autorité, ça continue à rompicher. Hein. On lui a même pas laissé l'opportunité de rejoindre la Wyatt Family. Non, au pire l'autorité on zappe. On va revenir sur les jeunes qu'il a mis en avant. Donc, à l'image, par exemple, de Roman Reigns dans sa route pour WrestleMania, à WrestleMania 31, où il dit clairement à Roman Reigns que non, tu ne peux pas battre Lesnar il est trop fort, etc. Et où Reigns, où Reigns le démolit littéralement, en fait. Oui. Non, mais il retourne dans sa position de faire valoir, quoi. Et parmi les stars, des jeunes très prometteurs, on peut citer Ryback quand même. Oui. Là où Ryback prend enfin sa revanche sur Mark Henry en réussissant son shell shock cette fois-ci, comme à Mania 29, il s'est écroulé sous le poids de Mark Henry. Ça, c'était bien aussi. Ça m'a tellement pas tout. Je suis peut-être une personne horrible, hein. Mais vraiment, Ryback qui se fait écrouler par Henry, ça ne m'a pas touché. Je suis vraiment une personne horrible. Je suis le premier quand je vois un Unity en blessé, je me dis oh non, merde. Là, j'en avais rien à péter. Là, j'étais en mode ouais, après ça se comprend, mais bon, moi c'est parce que j'aime bien Ryback. Après c'est parce que j'aime bien Ryback. Dommage que ça soit un con. Mais bref. Et le dernier, on va fait comment il s'appelle Rusev. Ah oui, il y a Rusev aussi. Si on le considère comme jeune. Ouais, on peut dire Rusev aussi, hein. C'est vrai que beaucoup de gens étaient oui, c'est juste Big Show et Mark Henry, quoi, qui ont été au service de Rusev pour le rendre vraiment crédible, quoi. Et pour terminer, un certain Braun Strowman, justement, qu'il a repéré et qu'il a récupéré pour son recrutement. Alors, est-ce que Braun est vraiment un jeune? Parce que c'est
pas lui qui joue... Non, c'est pas lui. Non, mais il était jeune à l'époque. Enfin, jeune, entre griffes. Il avait le début de la trentaine, quoi. Oui. Et donc, Braun Strowman, un mec que Mark Henry a repéré aussi pour le recrutement des nouveaux jeunes talents WWE. D'ailleurs, Mark Henry, il a quand même le nez creux, hein, parce que, bon, Braun Strowman, bon, même si c'est pas la réussite dont on s'attendait, il a aussi récupéré Neville et ta catcheuse préférée du moment, que sur le ring, et aussi en tant que personnage, Bianca Belair. Alors, je vais immédiatement réparer plusieurs. Donc tu peux remercier Mark Henry pour la carrière de Bianca Belair. Alors, on s'en bien d'accord. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, recruter Bianca Belair est une bonne décision pour la WWE. Ce qui n'est pas une bonne décision, et une suite de très mauvaises décisions, notamment avec Bianca Belair. Déjà, c'était toute sa promotion quand ils l'ont recrutée, tu vois, parce que elle avait des records athlétiques. Oui. Et la promo, et moi je te lis parce que je me souviens des promos de la NXT à l'époque, et ça me faisait vomir, c'était que elle est génétiquement supérieure. Change sa couleur de peau et sort ce genre de promo. Enfin, je veux dire, shut the fuck up. Et ensuite... Non, mais on a bien Charlotte qui a utilisé cette cartouche aussi. C'était le cringe, et ça m'énervait déjà, tu vois. Mais la différence, et c'est ça que je trouve encore plus dingue, c'est que... alors, il y a un élément de son personnage que je ne critiquerai jamais, c'est effectivement sa longue natte. Parce qu'effectivement, c'est très astucieux de l'utiliser en tant que fouet, tu vois. C'est excellemment intelligent, c'est ok. Que ça joue contre elle, ça a déjà joué contre elle dans un match, mais ça n'a pas été assez utilisé. Et surtout, quand tu as un élément comme ça, pour les rares personnes qui connaissent 2-3 histoires de la Bible, t'as envie de voir un match où elle perd ses cheveux. Ah oui, je m'étais imaginé ça un moment, oui. Et c'est un truc qu'ils ne feront jamais. Et l'autre problème pour moi, c'est que Bianca Belair, ils auraient pu la mettre, en fait, la laisser être son personnage, et ils ont décidé de la faire East Side contre West Side, pour avoir un remplacement à Sasha Banks. Ah, mais vraiment. Ça tombe bien que tu parles du match des cheveux. J'aurais bien imaginé ça contre Becky Lynch à WrestleMania 38, par exemple. Surtout qu'il y avait une storyline autour de ça. Donc pour moi, et ensuite l'autre truc, c'est que malheureusement ils ne l'ont pas. Alors je sais que ça a vexé, mais pareil, ils ne l'ont pas assez gardé à NXT parce qu'elle a des capacités athlétiques, elle a une technicité sur le ring qui est sûre. Bon, son flow au mic et en tant que personne est plus qu'ok, il est même bon. C'est pas le type de truc que j'aime, mais on peut pas dire qu'elle soit mauvaise, ce serait de la mauvaise foi. Elle est même plutôt bien. Mais par contre, effectivement, elle a zéro capacité d'adaptation avec les gens qui sont en face d'elle. Et on peut penser sur 2-3 matchs que c'est les autres qui ont un problème, mais dans tous les matchs, t'as toujours 2-3 moments où elle attend bien au spot ou machin. Et je peux comprendre, tu vois, mais un des trucs que Bret Hart reproche à beaucoup de catcheurs modernes, c'est de vouloir trop être sur le spot, de vouloir trop attendre le juste moment, le machin, le truc. Il dit, tu dois aussi improviser et t'adapter avec la personne en face. Et son problème, techniquement dans le ring, c'est ça. Maintenant, le fait qu'elle soit sur l'affiche de WrestleMania, alors que Bayley devrait l'être, puisque c'est elle qui a gagné le Royal Rumble, long term project, c'est pas de sa faute, voilà. Mais il y a 2-3 trucs. Maintenant, je te le dis maintenant, et je ne le redirai plus jamais, donc tu pourras même le clipper si tu veux. Je pense qu'elle a le potentiel d'être une des très grandes. Mais je ne le répéterai pas. Voilà. Enfin, Magnus le dit. Genre, non, enfin, mais elle l'a, tu vois. Enfin, genre, c'est pas déjà le cas, quoi. C'est déjà l'une des plus grandes actuellement. Bon, elle est derrière Ripley depuis un certain temps. Avant, elle était au-dessus, mais bon. Oui et non, parce qu'en fait, le problème, c'est que les titres féminins tels qu'ils ont été reconstruits depuis qu'on a mis SmackDown et Raw, en fait, ils ont été très mal reconstruits. C'est-à-dire que ça dure 3 mois à chaque fois. Ouais. C'est con à dire, mais Rhea et Io Sky ont les titres qui sont les mieux reconstruits. Oui, c'est fatigant parce que, enfin, je veux dire, quand tu vois le match Rhea contre, comment elle s'appelle, notre portoricaine préférée, Zelina Vega, mais t'as envie de voir des matchs comme ça plus souvent, en fait. Et Rhea fait juste l'équivalent de Roman Reigns. Alors ça passe parce que Rhea est amusante quand elle est dans
dans le Judgment Day, tu vois. Ouais, mais tu la sors du Judgment Day, il y a plus grand chose, voilà. Là, ça commence à revenir, mais là. Mais voilà, mais c'est qu'en fait, la division féminine, elle est juste morte. C'est ça. À cause de ce genre de jugement, un Raw. Ok, GG. Donc du coup, voilà. Moi, ce que je reproche, c'est plus la manière dont ils forcent le trait sur le. Ben, c'est aussi le cas pour son mec, hein. Sur le, on est legit et on est de la street et ça vend, donc ils vont continuer de le faire. Mais je pense que comme Mark Henry, il y avait bien plus à dire, quoi. Après, Bianca Belair, il y a aussi, avec ce côté street que je ne renie absolument pas, il y a quand même ce côté modèle super-héros où tout le monde peut se reconnaître. C'est ça aussi le bon compromis que je trouve dans son personnage. Alors du coup, on reparlera des problèmes de la street dans un podcast futur ou passé, en fonction de comment sont release ces fameux podcasts. Voilà. Mais oui, c'est un exemple. Mais pour moi, par exemple, Mark Henry est un plus grand exemple parce que justement, il a ses problèmes non diagnostiqués de dyslexie. Après, c'est facile de dire que c'est un plus grand exemple. Il a déjà fini sa carrière, il est en haut de la montagne et il apporte un tas de choses à un tas de jeunes, tu vois. Que ce soit qu'il les a apportés à WWE, parce que tu parles de Bianca, mais tu parles pas non plus de comment s'appelle de Athena, parce que je vais peut-être pas ressortir son vieux gimmick de loup-garou que personne ne comprenait. Ah oui, Athena aussi. Mais tu vois, enfin, je veux dire, il a apporté vraiment pas mal de choses. Et c'est un type qui est sage, et c'est un type qui, comme je dis, fait. Mais pour moi, il est un plus grand exemple parce qu'il est un exemple universel. Je t'expliquerai pourquoi est-ce que finalement, la révélation, pourquoi est-ce que Magnus n'a que le mot street à la bouche. Mais voilà, donc du coup, oui, pour moi, voilà, c'est Mark Henry a apporté beaucoup de gens, notamment comme Bianca. Sa reconversion, c'est plutôt bien fini. Et je suis très content qu'il soit très heureux aujourd'hui à AEW. Et je ne souhaite à cet homme que le bonheur du monde. Bon ben ça c'est une belle conclusion, mon cher Magnus, parce que bon il a eu aussi le statut de Hall of Famer bien mérité avant de signer à la AEW en tant que consultant et probablement coach recruteur là-bas. Ça ne m'étonnerait même pas d'apprendre, enfin si ça a déjà été dit, il faisait partie déjà à l'origine du recrutement de Jade Cargill et d'autres peut-être, on verra bien. Je pense que Jade Cargill, ouais. Mais en tout cas, comme tu dis, globalement, il a eu une belle carrière. C'est vrai qu'il a eu du mal au début, mais comme on l'a vu tout au long de ce podcast, de toute manière, avec le temps, ça ne peut que s'améliorer. On ne va pas s'arrêter sur quelques défauts. Il y a toujours moyen de progresser. Et justement, il a été dans une pente ascendante assez constante jusqu'à maintenant finir sa carrière, mettre en avant les autres et en fait être un facteur d'apprentissage pour la future génération. Et j'espère que le même taf sera fait de la part de AEW. Mais bon, le problème ne viendra pas de lui de toute façon. Je ne doute pas ça. Non, je ne pas de lui. Et puis voilà, il est une belle leçon de vie qu'on apprend toujours. Et puis, il n'est pas le seul. Hein. Il y a encore des gens, il leur faut atteindre l'âge de 40 ans pour enfin être over. Hein. On ne citera personne avec un nom de ville qui se prend pour un chevalier. Donc voilà. C'est ça. Sur ces belles paroles, bah ouais, pour moi, ça reste quelqu'un qui est un peu sous-coté. Mais c'est intéressant d'avoir, entre guillemets, le dessous, comme toujours. Et puis, bah voilà. J'espère pour lui que le meilleur. Et j'espère qu'il restera cette figure importante pour tout le monde et un exemple, effectivement. De même. Du coup, c'est ici que s'arrête ce podcast. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et j'espère que vous avez aimé le petit retour sur la carrière de Mark Henry et de sa vie aussi. Et je vous invite à nous dire ce que vous avez pensé et si vous avez d'autres anecdotes, vous pouvez les rajouter en commentaire. Et je vous invite à aussi liker et partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. Avant de partir, si vous avez des idées de catcheurs sur lesquels on pourra parler dans les prochains Illuminati Asylum, vous pouvez aussi le signifier. Donc au lieu de finir sur le bon attendeur salut habituel, donc je vais finir par des paroles d'un grand philosophe de AEW. It's enough time to talk. It's time for the main event.